À la une de l'actualité, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ne fait plus partie des effectifs du CEFOP. Le parti du Loin rejoint ainsi la majorité. Son président Zéphirin Diabré a lui-même fait l'annonce hier au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de l'UPC. Et puis, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso dénonce des irrégularités dans le processus de délivrance des bons de chargement. Une fois de plus, le HCT interpelle le ministre des Transports, Vincent Dabilou. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. C'est désormais officiel, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ne fait plus partie de l'opposition politique burkinabé. La nouvelle tombée hier vient ainsi mettre fin à toutes les questions que l'on se posait depuis l'intégration de son président dans l'équipe gouvernementale. La majorité, c'est donc la nouvelle tanière du Lion, un choix qu'il a assumé ce mardi au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de l'UPC. Benjamin Kwame. Au siège de l'Union pour le progrès et le changement, c'est une tradition quand on rentre dans une nouvelle année. Une présentation de vœux au cours de laquelle un chapelet de meilleurs souhaits a été égrené. Pleine santé, paix, concorde, succès et réconciliation entre les fils du pays, tels sont donc les vœux. Et justement, la réconciliation nationale, c'est le nouvel habit que va porter Zéphirin Diabré au cours du mandat de Rocco Kaboré. Et déjà, Zef donne le ton de sa nouvelle mission en demandant pardon à ceux qu'il a offensés. Si dans cette fonction que l'on m'a confiée en votre nom, par mes actes, par mes paroles ou par mon attitude, il m'est arrivé d'offenser ou de blesser qui que ce soit, je demande ici solennellement pardon à la personne. À tous ceux qui aussi, dans ces mêmes circonstances et à cette occasion, qui par leurs actes, par leurs paroles ou par leur attitude ont offensé le chef de file de l'opposition politique que j'étais, j'ai déjà pardonné et pour moi la page est tournée. Avant de commencer sa mission, le président de l'UPC annonce officiellement aussi sa sortie du chef de file de l'opposition. Après avoir été un parti d'opposition pendant 10 ans et après avoir dirigé l'opposition politique pendant d'abord 2 ans, de 1992 ou 1993 à 1994, et ensuite pendant 5 ans, l'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. En liaison avec les autres partis qui soutiennent l'action du président du Faso, nous définirons bientôt et nous vous présenterons les modalités de notre travail en commun. Au cours de ces 5 années à venir, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale aura la lourde responsabilité d'apaiser les cœurs meurtris, amener les fils et filles du pays à ne plus se regarder en chien de faïence, mais aussi les Burkinabés qui, de gré ou de force, ont dû quitter le pays. Une question délicate mais indispensable que le nouveau ministre en charge de la réconciliation nationale reconnaît. Sans une réconciliation sincère des filles et fils de ce pays, et sans une cohésion sociale raffermie, nous aurons toutes les difficultés à relever les défis qui nous assaillent. L'UPC a décidé de manière souveraine de répondre favorablement à la demande du président Kaboré. Je voudrais donc ici, de manière solennelle, le rassurer de mon entière loyauté et de mon engagement ferme pour traiter avec succès la question qu'il m'a confiée. Zéphirin Diabré, séance tenante, a exhorté ses militants et les 12 députés à l'Assemblée nationale au travail pour pérenniser les acquis du parti. À l'endroit du nouveau chef de file de l'opposition, il invite également à contribuer qualitativement au débat démocratique au Burkina Faso. Une question dans ce journal, comment va s'effectuer la redistribution des cartes au sein de l'opposition politique burkinabé, surtout avec le départ de l'UPC, une grande figure de l'opposition ces 10 dernières années. Le CDP prend certes la tête du CEFOP, mais quelle dynamique va-t-il impulser à la machine CEFOP? Élément de réponse avec Kwame Hervé-Dapa. L'image était saisissante ce 11 janvier, Zéphirin Diabré dans la photo des familles du nouveau gouvernement. Celui qui a été chef de file de l'opposition politique pendant presque une décennie entre dans la majorité. L'effet est immédiat. L'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. C'est donc une nouvelle page qui s'écrit pour l'opposition burkinabé.
Ironie du sort, son leadership sera incarné par le CDP. Après 27 ans passés au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès fait le trajet inverse. Quel sera donc le visage du CFOP sous la houlette de Eddy Komboigo? Première inconnue, comment vont réagir les jeunes formations politiques face à cette nouvelle donne? Est-ce que nous allons être affiliés au chef de file de l'opposition, puisque ce n'est pas nous qui dirigeons donc les chefs de file de l'opposition? Et comme je le dis, c'est le chef de file de l'opposition qui va définir véritablement quelle sera la ligne de conduite de la nouvelle opposition. Mais je dis, notre parti, s'il se reconnaît dans la ligne de conduite, dans le schéma de combat qui sera défini par le chef de file de l'opposition, il s'engagera donc avec le chef de file de l'opposition. Mais s'il ne se reconnaît pas dans ce schéma de combat, bien entendu, il va s'en démarquer. Il y a déjà certains partis qui se sont démarqués du CFOP pour une opposition appelée opposition non affiliée. Vont-ils rejoindre le CFOP ou alors va-t-il avoir des passerelles entre les deux entités? Donc je pense que nous allons continuer notre travail d'opposition et éventuellement nous allons engager les discussions avec le chef de file de l'opposition actuel, le président Eddy Komboigo, pour voir les points d'approche, les points de collaboration possibles, les points de consensus possibles. Puisqu'il y a des questions pour lesquelles il y aura une convergence de vues, mais il y aura peut-être des questions pour lesquelles il y aura un tempérament différent, une vision différente, et il faut que chaque branche, chacune des deux branches de l'opposition puisse affirmer sa vision et sa personnalité. Vision, direction, qu'attend-on réellement du CFOP version Eddy Komboigo? Sur chaque acquis démocratique que nous avons, nous devons nous battre pour conserver les acquis démocratiques. Et nous devons nous battre également pour renforcer davantage donc, la qualité de notre processus démocratique. Ce que nous avons constaté ces dernières élections, avec les insuffisances que nous avons relevées dans l'organisation donc, des élections, nous devons avoir une opposition capable de dénoncer effectivement donc, les insuffisances du point de vue des textes, du point de vue donc, de la pratique gouvernementale et du point de vue de la gestion de la chose publique. Nous devons avoir une opposition qui va éclairer davantage donc, le peuple burkinabé et attirer son attention sur tout ce qui ne va pas. Sera-ce la ligne directrice que Eddy Komboigo et le CDP vont fixer au CFOP? Les semaines et les mois à venir permettront sans doute d'en savoir plus quand l'action gouvernementale sera enclenchée et que vont apparaître les premiers couacs. Toujours dans la page politique, après sa reconduction à la tête du gouvernement, le Premier ministre Christophe Dabiré n'a pas de temps à perdre. Hier, il a reçu en audience le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et le Haut Conseil du dialogue social. Avec eux, les échanges ont porté sur les orientations du chef de l'État pour la cohésion sociale. Mais avec la création d'un ministère de la réconciliation nationale, l'on se demande si le HCOUN ne devrait pas craindre pour sa survie. Eh bien, la question a été posée à Léandre Bassoulé, président du HCOUN. Élément de réponse avec Archimède Boy. La nouveauté du gouvernement Christophe Dabiré II, c'est la création d'un ministère de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Un département dirigé par l'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé. Ce nouveau-né ne traduit-il pas la mort du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale? Non, répond le président du HCROUN au sorti d'une rencontre avec le chef du gouvernement ce 12 janvier. En fait, nous ne pensons pas en termes de fin de mandat ou de choses, parce que de toute façon, le HCROUN, comme vous le savez, a été créé par une loi. Ce n'est pas une institution pérenne. Donc, même s'il n'y avait pas cela, la fin du mandat, un jour ou l'autre viendra. Et la fin viendra sur l'appréciation du travail que le HCROUN rendra et qui permettra justement au chef de l'État de décider de ce que l'institution sera. Voilà. 5 années après sa mise en place, le HCROUN annonce bientôt un rapport de ses actions menées. Nous sommes justement en train de préparer notre rapport annuel. Et dans ce rapport, évidemment, nous ferons l'état de ce que le HCROUN a fait. Parce que, comme vous le savez, c'est quand même 5 ans que l'institution existe. Et il est bon que nous puissions marquer cette étape-là pour montrer, pour soumettre à qui de droit ce que nous avons fait, les résultats auxquels nous sommes parvenus. À la suite du HCROUN, c'est le Haut Conseil du dialogue social qui est reçu par le Premier ministre. Le département de Jean-Marc Palme dit être venu s'enquérir des grandes lignes de l'action gouvernementale en matière de dialogue social.
De nouveaux ministères créés, d'autres fusionnés, certains départements ministériels connaissent des mouvements incessants lors des remaniements. Il s'agit des droits humains rattachés à nouveau à la justice. Pareil pour l'énergie et les mines et carrières. Le chef du gouvernement parle de déficience dans la gestion de ces ministères. Mais qu'en pensent certains analystes? Rémi Lambert-Nébier a recueilli leur avis pour vous. Détaché, puis rattaché et encore détaché de nouveau pour être au bout du compte fusionné. Juste décrit le mouvement incessant que connaissent certains départements ministériels et leurs agents lors des remaniements ministériels au Burkina. Si ces scissions et fusions répondent le plus souvent à des orientations politiques du moment au sein des ministères concernés, les raisons évoquées ne convainquent pas souvent. Dans le tout dernier gouvernement d'Abiré, des fusions sont de nouveau constatées. Le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur est ramené à son ancienne coupe. Il est fusionné au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les séparés donnent l'impression qu'on est dans une situation de deux ministères des Affaires étrangères. Voilà, vous savez que généralement la protection consulaire dont doit bénéficier les Burkinabés qui sont à l'étranger est, comme le qualificatif le dit, est du domaine des consulats ou des services consulaires dans les ambassades. Mais quand on a deux ministères, les consulats sont rattachés à quel ministère? C'est une question assez banale, mais ça peut créer la confusion dans les esprits. Vous vous souvenez, dans le programme présidentiel du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, il a annoncé qu'en cas d'élection, il va organiser les états généraux de la diplomatie burkinabé. Les états généraux devraient pouvoir permettre d'aboutir à ces résultats qui sont l'élaboration d'une politique étrangère, l'adoption d'une loi organique pour régir la diplomatie du Burkina Faso. Et ça, c'est important d'avoir un seul département pour conduire ça. Cohérence et efficience dans la diplomatie burkinabé semblent être les motifs majeurs qui ont prévalu à l'unification de ces deux ministères. Agents des ministères de la promotion des droits humains et civiques et ceux de la justice se retrouvent à nouveau dans le même département ministériel et désormais géré par Victoria Kibora. Et à ce niveau, il faut plutôt voir des orientations stratégiques du chef du gouvernement. Ça a toujours été d'ailleurs ainsi fusionné. Ce n'est qu'au cours donc, du dernier mandat, en cours de mandat, qu'il y a eu donc la scission. Et je pense qu'en 2 années d'expérience, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Et tous ceux qui travaillent donc, au ministère de la Justice vous diront que ça a été effectivement une erreur donc, de séparer ces deux-là. Parce que du point de vue des financements, lorsque vous avez le ministère de la Justice à lui seul, il y a beaucoup donc, de financements qu'il n'arrive pas à obtenir. Et il faut encore se référer au ministère donc, des droits humains. Mais fusionner donc la justice et les droits humains facilite effectivement, en tout cas, le fonctionnement donc, des deux ministères. Les raisons de cette fusion sont donc aussi simples que cela. Pays minier, le gouvernement burkinabé a voulu l'affirmer il y a 3 ans par la création d'un ministère plein dédié aux mines et aux carrières. Mais lors de ce remaniement, la fausse note du chef du gouvernement est considérée par plus d'un comme venant de la fusion de ce ministère avec celui de l'énergie. Il y a des grands risques, il y a des forts grands risques. Les grands risques parce que le ministre titulaire qui vient est celui de l'énergie. Il a un profil vraiment énergie. Nous avons le risque ici, c'est de vraiment mettre l'accent plus sur l'énergie que l'aspect mine. Mais ce risque-là peut être atténué par le fait qu'on ait nommé un ministre délégué. Et nous nous posons la question, pourquoi on n'a pas nommé ce ministre délégué en même temps ministre plein? D'autant plus que c'est quelqu'un, quand même, sur le plan du secteur, c'est un ingénieur très reconnu. Il connaît déjà le secteur et il peut donner son avis technique sur plusieurs aspects, plus que quelqu'un qui est dans notre domaine. Et comme je le disais, si les autres techniciens ne sont pas forcément du domaine, on risque d'avoir des problèmes de compréhension des textes et des problèmes de choix, de priorisation des choix politiques. Donc, à notre avis, nous pensons qu'on pouvait garder les deux entités et bien sûr, au lieu d'un ministre délégué, que le ministre délégué actuel soit le ministre plein des mines. Du côté du gouvernement, on se justifie. Pour pouvoir permettre à la chose de se passer dans des conditions normales, nous avons estimé qu'il fallait accoler à ce département ministériel qui est lourd un ministre délégué pour prendre en charge la question
minière et la question des carrières. Nous pensons que l'appel qui a été lancé au directeur général du BIMIGEV va permettre justement de consolider l'action de ce ministre-là et permettre à notre pays d'avancer de façon sereine sur le domaine des investissements miniers et permettre de rassurer nos partenaires qui font des investissements lourds dans ce domaine-là, de pouvoir continuer à nous accompagner dans nos efforts de développement. Ces réajustements du portefeuille ministériel vont nul doute entraîner d'énormes bouleversements au sein de ces départements ministériels. Mais seules les décisions du gouvernement transcendent. Leur pertinence sera jugée à l'évaluation des ministres en charge de ces départements, dans lesquels les lourdeurs ne seront pas à écarter. Le ministre en charge des Transports reconduits a déjà du pain sur la planche. Vincent Dabilgou est interpellé par le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso. Le HCTBF dénonce depuis quelque temps des irrégularités dans la délivrance des bons de chargement aux professionnels du domaine. Face à la presse hier, il pointe encore du doigt les patrons du Conseil burkinabé des charges. Justin Amontou. C'est le bon de chargement. Le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso interpelle le ministre en charge des Transports en pointant du doigt la direction générale du Conseil burkinabé des chargeurs. Ce 12 janvier, le HCTBF explique aux médias ce qu'il appelle des irrégularités concernant la délivrance des bons de chargement aux professionnels du secteur des transports. Nous assistons à une manipulation par le CBC, j'insiste, par le CBC, et certaines organisations syndicales qui créent de nombreuses difficultés que sont, premièrement, le blocage de livraison de bons de chargement, qui est le point d'achoppement, l'orientation par le CBC de tout demandeur de bons de chargement vers une structure syndicale, en l'occurrence Futur BF, le non-respect de l'article 11 de l'arrêté qui souligne que le bon de chargement est délivré par le CBC sans aucun intermédiaire. La direction générale du CBC aurait clairement signifié qu'elle refuse de travailler avec deux structures. Voilà, donc on peut dire qu'on a des griefs contre lui, on l'accuse, puisqu'il nous l'a dit. Il dit que lui ne peut pas travailler avec deux structures. Blocage du fret à la frontière pendant 2 semaines, détérioration des marchandises durant le stationnement, des difficultés qui auraient été occasionnées par l'attitude du CBC. De quoi saper l'application de l'arrêté portant sur la gestion des frets. Pour le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso, cette situation impacte négativement le secteur des transports routiers et surtout l'économie du pays. Toute autre chose, à présent, la JCI, la Jeune Chambre internationale, a effectué sa rentrée solennelle nationale 2021. Une cérémonie au cours de laquelle l'instance dirigeante de la structure a été renouvelée. Pour les 12 prochains mois, Michael Yagibou devra conduire le navire JCI à bon port. Il place son mandat sous le signe de la résilience économique. Majid Bakouan. Michael Yagibou succède à Arnaud Zua à la tête de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso pour l'année 2021. Il reçoit ici sa charte à l'occasion de la rentrée solennelle nationale de la JCI Burkina Faso. Pour le président entrant, ce mandat vient compléter les actions qui ont été initiées en 2020. Un mandat qu'il place sous le signe de la résilience économique. À travers la rentrée solennelle nationale 2021, dont le thème est résilience économique, quelle contribution citoyenne, nous voulons au sein de notre organisation voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir sur notre contribution apportée à la lutte contre les effets de la Covid sur l'infrastructure économique. Donc, en tant que jeune leader, il est de notre devoir de voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir pour également contribuer à cette résilience-là. Des défis à relever et pour y arriver, la JCI Burkina Faso compte sur l'accompagnement de la maison de l'entreprise de Burkina Faso. Elle est représentée ici par son directeur de l'administration et des finances. Il est assez important parce que nous avons traversé une année difficile. 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19. Toutes les entreprises pour lesquelles nous travaillons, que nous servons, ont traversé une année assez difficile. Et nous devons en tout cas les soutenir pour faire en sorte que la résilience soit une réalité et qu'elle ne soit pas seulement l'objet d'un accompagnement des pouvoirs publics, mais qu'elle fasse également l'objet d'une assistance par les institutions comme la nôtre. L'opérationnalisation de la fondation JCI et la construction du siège sont les grands défis à relever au cours de ce mandat. La JCI Burkina Faso attend également déployer des énergies pour préparer la conférence Afrique et Moyen-Orient
qui se tiendra en 2022. Actualité internationale pour clore ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump dit ne pas craindre le recours des démocrates au 25e amendement pour le déclarer inapte à exercer ses fonctions. Pour le président sortant, le 25e amendement se retournera contre le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. Déclaration faite lors de son tout premier déplacement après les violences du Capitole à la frontière entre le Texas et le Mexique. Donald Trump au pied du mur, et plus précisément au pied de son mur anti-immigration à la frontière entre le Texas et le Mexique. C'est là qu'il a choisi de se rendre pour son premier déplacement depuis les violences du Capitole qui ont fait 5 morts et de nombreux blessés. L'occasion pour le président sortant de revenir sur le recours des démocrates au 25e amendement pour le déclarer inapte à exercer ses fonctions. Avant de commencer, je voudrais dire que la liberté d'expression est plus que jamais attaquée. Le 25e amendement ne présente aucun risque pour moi. Mais il reviendra hanter Joe Biden et son administration. Comme le dit l'expression, faites attention à ce que vous demandez. Le canular de la mise en accusation est la continuation de la plus grande et de la plus vicieuse chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays. Elle provoque une colère, une division et une douleur énormes, qui sont très dangereuses pour le pays, en particulier dans cette période très tendue. Le vice-président Mike Pence a en effet exclu de recourir au 25e amendement. Mais les démocrates n'ont pas dit leur dernier mot. Ils doivent lancer ce mercredi une procédure de mise en accusation ou impeachment pour incitation à l'insurrection. Plusieurs élus républicains de la Chambre des représentants ont annoncé qu'ils voteraient en faveur de cette procédure. Si l'impeachment est voté, un procès devra s'ouvrir ensuite au Sénat. En parallèle, l'enquête sur l'assaut du Capitole se poursuit. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées pour possession d'armes à feu, intrusion illégale, violence et vol. Hier, notre bureau a mis en place une force d'intervention composée de hauts responsables de la sécurité nationale et de procureurs spécialisés dans la corruption publique. Ils sont sous mes ordres pour monter des accusations de sédition et de conspiration liées aux actes odieux qui ont eu lieu au Capitole. Ce sont des accusations importantes avec des crimes passibles de peine de prison allant jusqu'à 20 ans. Pour éviter de nouvelles violences, la sécurité à Washington a été grandement renforcée avec le déploiement de la garde nationale. Le FBI a mis en garde contre de possibles manifestations armées des partisans de Donald Trump à Washington et dans de nombreux États avant l'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 13 janvier. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant.